Bonjour, merci de nous rejoindre sur François. Aujourd'hui, donc, nous recevons Chantal Daboville, qui est trésorière et un des membres fondateurs de l'ONG Innocence en danger, donc qui est une association qui est présente dans plusieurs pays, une ONG, mais qui est sous la forme d'une association de loi 1901 en France et qui a été qui a été créée en France sous l'égide de l'UNESCO. Déjà, je vais vous laisser nous présenter brièvement l'association. Oui, alors la naissance, c'est en janvier 99, c'est l'UNESCO qui organise une conférence mondiale sur la pédocriminalité et surtout l'impact d'Internet sur le trafic d'images, etc. Et le directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, qui commence par lancer l'initiative d'un mouvement mondial de citoyens pour protéger l'innocence en danger. Donc, on avait un nom comme ça à côté du logo de l'UNESCO et qui nomme Omer Asselier pour conduire ce mouvement. Et il s'est trouvé qu'un an après changement de direction générale, on a quitté le patronage de l'UNESCO où on bénéficiait des locaux, de la communication, c'était très pratique, mais pour se constituer en association loi de 1901, donc depuis 2000, où je suis effectivement avec Omer Asselier, l'une des dernières membres fondateurs, et j'en suis trésorière. Omer est présidente, j'en suis trésorière. Et on a toujours, donc, je suis responsable de cette problématique des fonds collectés pour l'association et pour mener à bien nos projets. Voilà. Et donc, cette association, donc, elle s'est constituée en loi 1901 en France, mais elle a fait aussi elle a plusieurs antennes à l'étranger. Absolument, absolument. Et l'Allemagne est une antenne très active, qui a beaucoup de moyens d'ailleurs, beaucoup plus que la France, la Suisse aussi. Il y a l'Autriche, il y a eu les États-Unis, mais moins actifs maintenant. Il y a la Colombie aussi qui organise les séjours dont on va parler. Et la France est malheureusement un peu le parent pauvre, bien qu'à l'origine de ce mouvement, eh bien, en France, c'est plus compliqué que dans d'autres pays. Et donc, en quelques mots, enfin, quelles sont les actions? Alors, il y a deux axes, ouais. Il y a un axe juridique, c'est-à-dire qu'on accompagne les victimes qui viennent à nous. Et aussi, depuis pas mal d'années déjà, on se porte partie civile dans des dossiers importants, justement pour faire avancer la problématique. Et on a une belle équipe d'avocats qui travaillent pro bono pour l'association. Donc, vraiment, merci. On ne pourrait pas faire tout ce travail sans eux. Et puis, il y a le côté séjour de résilience qui est vraiment le thème sur lequel moi, je m'implique le plus, en plus de mon rôle de trésorière, parce que c'est assez magique ce qu'on arrive à faire dans la réparation pour les enfants victimes. Oui, pour moi, d'ailleurs, c'est la spécificité remarquable de cette ONG, d'Innocence en danger, ces stages de résilience. J'ai assisté, deux fois, enfin, j'ai été voir ce qui se passait pendant ces stages. Donc, parce que finalement, alors, c'est très important, enfin, se constituer partie civile, accompagner les victimes, des fois faire un peu d'information et tout ça, bien sûr que c'est important. Ceci dit, bon, mais il y a d'autres associations de défense de l'enfant qui le font. Par contre, ça, ces stages, c'est vraiment une particularité d'Innocence en danger. Et donc, alors, comment sont nés ces stages? Comment l'idée est née? Eh ben, l'idée est née que, justement, pour pouvoir aller en justice, pour pouvoir porter plainte et aller en justice, eh ben, il faut déjà pouvoir parler. Et en fait, c'est en 2002, donc l'association était toute jeune, Omer Asselier est contacté par une maman dont la petite fille de 11 ans est dans un service psychiatrique et totalement murée dans le silence parce qu'elle a été violée par plusieurs garçons de 17 ou 18 ans dans un cadre scolaire. Et attention, je vais dire quelque chose de difficile, elle est très très abîmée puisqu'elle a l'abdomen perforé et elle est vraiment murée dans le silence et la maman est désespérée et contacte Omer Asselier et qu'est-ce qu'on peut faire? Et Omera demande qu'est-ce qu'elle aime. Cette petite fille, eh bien, elle aime le cheval. Et Omera s'est impliquée personnellement en trouvant une amie qui a des chevaux, en l'invitant en vacances, la maman, la petite fille, sans besoin de parler, sans rien du tout, juste les vacances et juste se retrouver dans un climat de confiance. Et les chevaux, ça aide énormément pour la reconnexion au corps et se réapproprier voilà son corps. Elle n'a pas parlé de tous les séjours, cette petite fille, 10 jours c'est long, elle était tranquille avec sa maman, on avait l'ordre de ne pas les déranger. Et à la fin du séjour, la petite fille dit « Omera, je vais parler ».
Et c'est ce qui lui a permis de porter plainte et d'aller déposer au pénal. Et donc, à partir de là, les séjours se sont organisés d'année en année avec un petit groupe d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ça a donné l'idée. Ah oui, complètement. C'était magique. Oui, c'est ça, ça a donné l'idée. Bon, parce que j'avais un peu entendu parler de cette histoire, donc enfin, je peux préciser que, en fait, elle faisait du cheval toute la journée. C'est-à-dire, moi, de ce qu'on elle était libre. Oui, et donc, voilà. Son premier souci, c'était d'aller voir les chevaux le matin, elle revenait le soir, et le lendemain, elle refaisait du cheval. Voilà, elle a fait du cheval pendant tout le temps. Exactement, et elle était totalement libre de choisir ce qu'elle faisait et quand elle voulait. C'est ça. Et il faut aussi préciser que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix. Depuis l'agression. Depuis l'agression, elle était complètement murée dans le silence. Ouais. C'est un traumatisme épouvantable. Dont les gens ne se rendent pas forcément compte d'ailleurs. C'est difficile de mesurer ça. 11 ans, c'est quand même très petit, très jeune. Donc à partir de là, on se dit, bah, ça pourrait marcher pour d'autres. Exactement, ça s'est fait alors avec d'autres, toujours en petit comité. En fait, Oméra, c'était dans ses vacances personnelles, elle emmenait un enfant, une famille, toujours avec un parent. Voilà, ça s'est fait. Il y avait le ski, l'hiver, il y avait ces jours d'été. Et puis, voyant l'efficacité, ça s'est organisé de manière un peu plus nombreuse. Et sur les 10 ans, en gros, 2003-2013, il y a les enfants qui ont commencé à venir, donc c'était toujours en Suisse, mais venir d'Allemagne, venir des États-Unis, venir de Colombie, donc des autres antennes d'Innocence en danger. Et puis il est arrivé un moment où c'était trop compliqué en termes de taille, de 4 langues, les ateliers, le staff, etc. Donc c'est devenu vraiment très bien organisé, avec des artistes, avec donc toujours des chevaux, de la musique, du son, du yoga, plein d'activités, mais toujours totalement libres. Vraiment pour reprendre confiance en soi, en l'autre, en l'adulte, se réapproprier son corps. Et puis surtout, s'apercevoir que on n'est pas tout seul, il y en a d'autres, on n'est pas obligé d'en parler, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça entre les enfants, entre les parents aussi qui sont amenés à échanger. Et il y a de la réparation, et il y a surtout de la réparation qui se fait dans la durée, c'est-à-dire les séjours, c'est sur plusieurs années. Et il y a toujours sur place un psychologue ou des qui sont là uniquement en observation et en cas d'urgence, parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui remontent qui peuvent être compliquées. Et les psychologues ont toujours dit, mais c'est magique, on ne sait pas exactement ce qui se passe, comment ça se passe, mais on voit l'évolution de jour en jour et c'est magique. Oui. Bah déjà, de ce qu'on peut voir, effectivement, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais les enfants, ils savent que si l'autre est là, ils le savent. C'est ça. Éventuellement, ils en parleront entre eux ou pas, mais que de toute façon, ce qui lui est arrivé quelque chose qui est plus ou moins similaire, il y a peut-être de ça aussi. Oui, et puis que la vie continue, qu'on peut continuer, qu'on peut nouer des relations et qu'on peut faire confiance. Il y a quelque chose de très important dans le faire confiance. Oui, et puis peut-être aussi justement ce camarade, enfin cette personne qui peut éventuellement nous sembler vachement drôle, vachement talentueux, ou vachement... Bon, il a vécu la même chose, donc ouais. Et donc alors, plus ou moins, comment ça se déroule parce que moi, je me rappelle, par exemple, une année où j'y avais été, il y avait un atelier cinéma, c'était Wim Wenders qui a animé l'atelier. Oui, il y a eu des choses très belles qui se sont faites. L'atelier photo, c'était sa femme qui est une grande photographe. Donc c'est quoi? Donc c'est des ateliers comme ça C'est des ateliers, mais c'est totalement libre. Oui. C'est des artistes professionnels ou art thérapeute ou pas thérapeute, enfin voilà, c'est très libre et chacun participe dans ce à quoi il a envie de participer. Et aussi, je me rappelle aussi qu'il y avait des chevaux, déjà, toujours. Avec d'ailleurs à l'époque un murmureur de chevaux qui était absolument incroyable. Ouais, les équithérapeutes font un travail remarquable qu'il est difficile de mesurer tant qu'on l'a pas pratiqué soi-même. D'ailleurs, dans le dernier séjour qu'on a fait en France, on a proposé aussi une séance aux parents et c'était très intéressant pour eux de découvrir ce que l'enfant pouvait vivre dans cette séance. Et donc, d'ailleurs, vous dites qu'il y a eu des résultats remarquables, mais a priori tellement remarquables qu'il y a des universitaires qui ont voulu se pencher dessus. Oui, il y a une université allemande, il y a une étude de fait, donc de 2010 à 2013,
par l'université de Koblenz en Allemagne, puisque donc chaque pays envoyait ses enfants, et donc en Suisse, sur le même site pour le séjour. Et des chercheurs, des scientifiques, des universitaires qui ont fait une étude sur 3 ans et qui ont été vraiment bluffés par l'efficacité, qui ont donc donné un label thérapeutique à ces séjours de résilience. Et puis ensuite, dans l'ordre, ça a été la Suisse qui a confirmé ce label. C'était en 2015. Il y a eu en 2016 des Sud-Américains qui sont venus, pareil, observer, témoigner, qui ont confirmé ce label. Et une étude américaine sur plusieurs années, mais qui en 2018 ont confirmé ce label. Donc on est vraiment très très sûr de notre concept, de cette efficacité qui est validée, et on essaye de le faire en France. On a commencé une étude l'année dernière qui doit se dérouler sur 3 ans avec une psychologue clinicienne, donc de la même manière un projet de recherche pour essayer de démontrer aux autorités en France, parce que c'est quand même un comble, on n'a pas le moindre financement en France, et pourtant c'est tellement important la réparation le plus tôt possible, qui évite des coûts astronomiques d'un enfant cabossé qui donnera un adulte cabossé pour toute sa vie si on ne fait rien pour lui. Oui, oui, puis en plus, je connais certains enfants, enfin les résultats sont tout à fait spectaculaires. Ouais. C'est avec d'ailleurs des enfants qui vivent en apnée en attendant l'année prochaine. Enfin, absolument, absolument. Et moi, quand une maman me dit il y a un avant et il y a un après séjour, voilà, ça me fait des frissons partout. Et on a fait d'ailleurs cette année un séjour pour jeunes adultes. Donc depuis 3 ans, en Suisse, on reçoit des jeunes adultes qui ont un procès en cours ou un procès qui va avoir lieu justement pour se préparer un petit peu, parce que c'est quand même très, très compliqué. Le délai de la justice, c'est inhumain, encore plus pour les enfants. Mais donc en France, on a fait un séjour avec des jeunes femmes adultes, entre 20 et 30, qui ont été victimes enfants. Et une que j'ai revue il y a peu de temps qui m'a dit, comment est-ce qu'elle m'a dit ça ? Ma vie a changé après le séjour. Voilà, ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Et donc la motivation pour continuer est vraiment forte. Voilà, et donc au début, on a ce séjour qui s'organise en Suisse. Oui. Donc des enfants viennent de l'étranger, et après petit à petit, les pays ont commencé à en organiser, les Américains aux États-Unis, les Colombiens en Colombie, les Allemands en Allemagne, et les Français qui continuent à venir en Suisse parce que pas moyen d'avoir un sou en France, et que c'était d'ailleurs l'association, la fondation suisse qui paye pour les enfants français, ce qui est quand même... Jusqu'en 2019, les enfants français, la Suisse a continué d'accueillir les enfants francophones, puisque vraiment la problématique, c'était une question de langue, ça devenait compliqué. Donc les enfants francophones allaient en Suisse jusqu'en 2019, et puis qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ? Chacun reste chez soi, on ne voyage plus, la période Covid, donc il n'y a pas eu de séjour pour les enfants français, et là on s'est dit, c'est pas possible. Alors non seulement on a enfermé beaucoup d'enfants avec leurs agresseurs pendant le confinement, ça c'est une autre histoire, mais vraiment on s'est dit que c'était pas possible de continuer. Voilà, il fallait trouver. On a trouvé un financement partiel de la Fondation de France qui nous a permis d'organiser ce premier séjour enfin en 2023, mais ça reste un financement partiel. Et mine de rien, un séjour c'est dans les 80 000 euros. Pour référence, en 2023, on a collecté 130 000 euros. C'est rien du tout. Donc, avec un séjour de 80 et un séjour... 80 000 par personne ou... Non, pour le groupe, pour 45 personnes. Ouais, pour le groupe. Et c'est en serrant tous les coups. Hein. Donc voilà, on fait un travail avec des frais, une structure hyper légère, réduite, pas de subvention. On a une subvention de la région Île-de-France pour le séjour adulte, je dois quand même le mentionner, mais quand elle arrive quasiment 1 an après sur des comptes, ça veut dire qu'il faut avancer les fonds. Donc voilà, c'est compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. Oui, donc pour éclaircir, quand vous dites 135 000 euros, c'est donc le budget total de l'ONG, donc 80 000 euros. Il va rester 55 000 euros pour tout le reste, en fait. Exactement. Tous les frais de fonctionnement, les actions en justice, tout. Exactement. Donc, ce qui est déjà un miracle. Alors, on avait un peu des fonds collectés sur les années précédentes.
Mais depuis le Covid, on n'a pas pu faire d'opération de collecte de fonds, un événement. Alors je dois remercier les forains, puisque pendant plusieurs années, on a été bénéficiaire de la recette de la soirée d'ouverture de la fête à Neuneu. Et normalement, ils font une année par association, et on a eu droit à 4 années de suite, donc grand merci. Maintenant, il en faut pour tout le monde, donc ça va s'arrêter. On va pas le faire cette année, mais vraiment c'est très généreux. On a Sigrid Campion qui a cette année organisé un petit festival Gypsy Kids qui a fait une partie de sa recette au profit de l'association. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un événement de collecte au musée d'Orsay, une visite privée. On a eu la chance d'avoir cette visite privée avec un guide, mais c'est des petits événements très ponctuels et ça fait pas tourner l'association. Oui, et donc il faut préciser aussi, donc il y a un choix, c'est ces séjours qu'on va appeler des séjours de résilience, oui, séjours de résilience sont gratuits pour les participants. Bien sûr, totalement gratuits, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il y ait un problème de coût ou une inéquité envers les différentes familles, chacun venant de près ou de loin. Tout est pris en charge, le déplacement, tous les coûts sont pris en charge. C'est l'enfant, sa fratrie et ses parents ou son parent protecteur si l'autre n'est pas bienvenu. Donc, il faut déplacer tout le monde, c'est logement, hébergement, pension complète pendant 8 jours. Et c'est des activités. Donc, ce qu'on a fait cette année, on avait 2 équithérapeutes, les chevaux, une personne qui fait de l'improvisation théâtrale. Donc, vraiment, et ça, les enfants ont adoré, même les parents participaient. Ça libère tellement. Donc, avec, l'improvisation théâtrale. Et puis, un atelier de marionnettes. Création de marionnettes, donc là on peut s'exprimer mais pas soi-même au travers de la marionnette. C'est assez libre et voilà, c'est magique ce qui s'y passe entre les enfants, entre les parents, dans tout le groupe. Et vraiment, moi j'ai été présente parce que comme je suis aussi sophrologue, j'ai proposé des séances, des outils pour les enfants, pour un petit peu gérer leurs émotions. Et j'ai fait des séances aux parents, certains qui faisaient pour la première fois, qui pratiquent depuis, parce que les parents, ils sont aussi dans une grande souffrance. Bien sûr, bien sûr. C'est des victimes collatérales, mais ça reste des victimes quand même, en fait. Voilà. Et donc là, il y a ce programme qui a été initié, puisque, donc le Covid arrive. D'un seul coup, on peut plus voyager. Enfin, même après les confinements, on pouvait plus aller à l'étranger. Ouais. Donc, les Français peuvent plus aller en Suisse. Et comme la France est le parent pauvre, très paradoxalement, de l'ONG, on décide d'essayer d'organiser ces séjours en France. Et donc, il y a cette une tentative de mise en place d'une recherche pour obtenir aussi un label. Voilà, donc c'est ce projet de recherche qu'on est en train de faire qui a un tiers, puisque c'est sur 3 ans, on a fait la première année. Et donc, pour poursuivre ce projet, il faut pouvoir faire les séjours. Et vraiment, les familles les attendent avec impatience, comme vous le disiez un peu plus tôt. Et pour l'instant, il manque des sous. Et pour l'instant, le budget n'est pas clos, le budget n'est pas à récolter complet. Ouais. Donc, c'est en suspens et c'est vraiment un cri d'alarme là, parce que c'est un vrai besoin, c'est un vrai résultat. Et on sait combien la réparation, donc comme je le disais, rapide, est importante, mais surtout les coûts pour la société et si on ne fait pas cette réparation. Il y a un groupe qui s'appelle, j'ai noté ça sur mes petites notes, Stop Violence Sexuelle, qui est un groupe de médecins qui s'étaient rassemblés et qui avaient constaté, des gynécologues qui avaient constaté que les femmes qui ont été abusées avaient beaucoup plus de maladies que les autres. Et donc, c'est ce processus. D'ailleurs, le système nerveux, quand c'est trop compliqué pour le psychique de gérer et de continuer de vivre normalement, il déleste au niveau de la biologie. Et donc, il y a tout un tas de pathologies, mais il y a des tentatives de suicide, il y a des dépressions à vie, il y a des burn-out, enfin, il y a plein de conséquences. On avait fait une campagne en 2019, l'agence Babel, merci, nous avait fait une campagne en 2019 qui s'appelait « La lettre de démotivation ».
Et donc, c'était une lettre, non pas de motivation, mais de démotivation qui expliquait pourquoi il allait être un mauvais candidat et de toutes les conséquences dans sa vie quotidienne de ce qu'il avait subi enfant. Et ben, c'est un peu ça. Et tout ça, c'est évidemment à la charge de la société. Donc, oui. J'allais dire, d'ailleurs, ça a été reconnu par l'OMS, hein, les viols sur mineurs, enfin, les agressions sexuelles, les abus sexuels sur mineurs ont été reconnus par l'OMS comme un enjeu de santé publique très très important. Absolument. Majeur. Absolument. Et alors, est-ce qu'on peut s'expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à obtenir de l'argent dans à peu près tous les pays pour ces séjours qui sont quand même uniques et pas en France? Pourquoi est-ce qu'il y a pas ou quasiment pas de subvention à l'État, une petite subvention de temps en temps au niveau local, mais 3 fois rien? Alors, les réponses, j'étais il n'y a pas si longtemps au ministère Famille Santé, là, réponse, alors c'était une magistrate, je crois, conseiller technique, c'est on finance, on n'a pas de budget et on finance déjà des actions. Bon, ok, merci, revenez l'année prochaine ou pas du tout. Il n'y a pas de volonté. C'est peut-être un peu dérangeant de faire le travail que devraient faire les pouvoirs publics. Bon, je ne sais pas, c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet qui est vraiment difficile, c'est très difficile à entendre, c'est plus facile de regarder ailleurs. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de donner sur cette problématique, d'entendre cette souffrance. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on ne met pas un peu de la conscience, tous, sur notre responsabilité collective, une société... Elle est faite des enfants d'hier et elle sera faite demain des enfants d'aujourd'hui. Et si on n'y prend pas garde, eh ben, on a la société de violence ou de déséquilibre qu'on a faite. C'est un peu dérangeant, en tout cas, que des fois, une association fasse le travail. Vous dites que devrait faire l'État, mes enfants, enfin, c'est même quasi culturel en France, en même temps, les associations de loi 1901. Enfin, je veux dire, l'État s'accommode très facilement de la prise en charge par une partie de la société civile de très nombreux problèmes. Je veux dire, et d'ailleurs, on a quand même des associations qui sont gavées de subventions. Ouais. Donc, à tout des associations pour plein d'actions d'ailleurs. Donc bon, effectivement, je retire, on n'a pas de budget, mais enfin là, il y a quand même quelque chose qui est assez unique. Enfin, il y a une action qui est assez unique, qui a fait ses preuves, qui a été d'ailleurs validée à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi c'est tellement difficile d'obtenir une aide des pouvoirs publics. Ouais, alors en France, on a toujours tendance à vouloir des études, des choses. Ben, si c'est fait ailleurs, c'est pas pareil que si c'est une étude française. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, une étude française. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Moi, je me l'explique pas. Ça fait donc, ça va faire 25 ans, ouais, c'est ça. Ça fait 25 ans, 99-2004. Et je me rappelle dans les premières années, m'être entendu dire dans les ministères, par un magistrat qui était conseiller technique au ministère de l'Intérieur, donc qui était quand même bien placé, qui m'a dit « Les réseaux pédophiles sont des fantasmes d'association ». Bon, alors on le voit aujourd'hui, c'était il n'y a pas si longtemps, cet article de Libération, là, sur le petit réseau de la rue du Bac. Bref, et puis on sait depuis, alors là, l'affaire Dutroux et compagnie, les témoins X, beaucoup, les survivantes, le témoignage de ces femmes magnifiques, vraiment ce film, ces témoignages, on leur doit écoute et compassion, vraiment. On se doit d'écouter ce genre de témoignages. Mais donc voilà, donc il se passe des choses très fortes. Il y a un déni en France. Même il y a une omerta. Au-delà du déni de l'existence d'une criminalité organisée qui s'en prendrait aux enfants, ce qui est, alors que, bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui dit ça au ministère de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui monte droit dans ses bottes, hein, parce que c'est impossible de l'ignorer. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, enfin, je veux dire, on le sait, il y a des coups de filet, d'ailleurs, il y a des coups de filet qui viennent de l'étranger. Ouais. Mais au-delà de ça, personne ne va nier, pour le coup, qu'il y a des enfants qui sont victimes de viol. Ouais. Même si on met de côté, les enfants ne votent pas. Même si on met de côté l'aspect des fois organisation, d'ailleurs des fois il y en a aussi dans un cadre qui n'est pas organisé, des victimes d'inceste ou oui, bien sûr. Voilà, ou comme la petite, elle avait été victime dans un cadre scolaire. Ouais. Donc voilà. Bon, et on est assez d'accord, il y a quand même une prise de conscience qui évolue
pour dire que c'est le traumatisme, les conséquences sur la personne sont absolument dévastatrices. Là, donc, il y a c'est une solution, enfin, qui a été trouvée avec des séjours qui marchent, qui améliore considérablement la vie et donc le futur a priori des victimes. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi déjà il est si difficile de rassembler les fonds pour mener cette étude, mais même pourquoi est-ce que après l'expérience ne se développe pas, enfin partout dans le pays, enfin. Il n'y a pas d'argent, ma chère. On n'a pas d'argent. On finance déjà beaucoup de choses, on finance d'autres actions, il n'y a pas d'argent, débrouillez-vous. Parce que même on pourrait imaginer après que ce soit un savoir-faire qui soit transmis pour qu'il soit répété. Absolument, c'est notre objectif. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'est grâce à la société civile qui va se mobiliser, qui va dire ok, on entend, on prend la responsabilité de ce que la société fait, c'est pas moi, c'est l'autre, mais je prends la responsabilité de prendre les choses en main, de me mobiliser, de donner les moyens pour que ça se réalise, pour que ça se fasse entendre, pour que ça se généralise et que ça devienne quelque chose qui soit repris par les pouvoirs publics. On n'attend que ça. Bon, en attendant, donc, si vous voulez aider cette ONG donc pour développer ce programme et déjà au moins finir les 2 dernières étapes qui manquent pour qu'il y ait cette labellisation en France qu'elle a obtenue ailleurs. D'ailleurs, la labellisation, ça aurait quoi comme... Une crédibilité auprès des pouvoirs publics. Oui. Hein, j'imagine ce résultat de projet de recherche. Donc voilà, en tout cas, en attendant que les pouvoirs publics aient envie d'aider ces enfants, les enfants victimes, nous mettrons un lien donc sous cette interview avec toutes les informations, si vous voulez les aider financièrement, ou d'ailleurs pour les victimes qui voudraient bien sûr prendre contact. Avec l'ONG. Ouais. Voilà. On n'est pas très connus. Effectivement, les gens nous découvrent quand ils recherchent une solution, quand ils recherchent de l'aide. On est très peu connus du grand public. Souvent, quand j'en parle, tu connais Innocence en danger? Non. Et bon, c'est comme ça. On est peu connus. Ouais. C'est un sujet difficile. Donc, Chantal Daboville, donc, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez... Ah oui, je veux bien ajouter une chose. À la suite de cette campagne de la lettre de démotivation qui a été envoyée à beaucoup de grandes entreprises, il y a quelques entreprises qui se sont mobilisées au travers du microdon. C'est-à-dire que à travers le microdon, on peut faire les dons de centimes de salaire. Il faut que ce soit sur une entreprise de taille un peu importante pour mettre le système en place. Mais ça fait une belle opération en interne au niveau responsabilité sociale de l'entreprise, au niveau, voilà, impliquer les employés. Et puis, c'est peu de choses, mais ça aide beaucoup. On a 4 entreprises qui le font. Il y a France TV, il y a Garance Mutuelle, il y a BETC et la MGEN. Avis à toutes les entreprises de faire une belle opération facile, simple, et qui aide énormément l'association. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très petit. Oui. C'est 7 000 € par an ou quelque chose comme ça. Mais c'est quoi ces centimes? C'est par exemple un salaire, si le salaire il est de... Les centimes de la fiche de paye, l'employé reçoit sa fiche de paye à 0. Alors peut-être qu'on peut arrondir la dizaine pour des cadres supérieurs, je ne sais pas. Mais c'est une manière aussi de faire connaître dans l'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 1 400,25 €, il va recevoir 1 400 €. Exactement. Donc ça va pas forcément énormément changer sa vie, mais pour en cumuler pour l'association, c'est beaucoup. Ok. C'est beaucoup. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci de nous avoir suivis sur France Soir. Donc, je répète, vous allez trouver, on met toutes les informations utiles sur cette ONG Innocence en danger. Et merci Chantal Daboville d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis et de votre soutien, puisque le site ne peut vivre que grâce à vous. Merci beaucoup.